Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce nouvel épisode à la rencontre des métiers et des chantiers de la construction navale en partenariat avec Naval Group. Alors après le maintien en condition opérationnelle des frégates de la Marine nationale à Brest, après la construction des sous-marins nucléaires à Cherbourg, on a aujourd'hui la chance de pénétrer au cœur du chantier de l'Orient, où voit en ce moment le jour l'une des grandes nouveautés de la Marine nationale pour les décennies qui viennent, les frégates de défense et d'intervention, les FDI. Je vais commencer par dire un peu ce qu'est ce programme. Pour ceux qui en auraient une idée un peu vague, c'est le nouveau type de frégate qui prendra prochainement sa place dans la panoplie de navires de premier rang de la marine française. Des frégates légères, rapides et, ça n'engage que moi, mais ça mérite d'être dit, et je crois que c'est dans le fond assez consensuel, très très belles. Alors c'est toujours un peu subjectif de commenter l'aspect d'un navire, mais réellement, ce sont des bâtiments qui valent le coup de faire une recherche Google rapide si vous ne voyez pas à quoi ils ressemblent, parce qu'ils ont un aspect très élégant, avec notamment une étrave inversée qui vaut vraiment le coup d'œil. Et on arrive à l'Orient, à un moment assez captivant dans le déroulement de ce programme, parce que la tête de série, le premier exemplaire, qui s'appelle l'Amiral Renard, est en train de faire ses essais et repasser par l'Orient entre deux départs en mer, et on a donc pu voir en quelque sorte toutes les étapes de construction du navire. En effet, il y a en ce moment 6 FDI en train de naître dans le chantier de l'Orient, 3 pour la marine française et 3 pour la marine grecque, et on a donc tous les stades différents de la construction qui cohabitaient pour quelques jours dans un périmètre de quelques centaines de mètres, depuis la découpe des tôles et leur mise en forme pour les frégates numéro 5 et 6, jusqu'au fignolage et aux essais à la mer pour la frégate numéro 1, l'Amiral Renard donc, qu'on a pu visiter et dont on a pu discuter avec son commandant à la fin de l'épisode. Et c'est donc un chantier actif, même, disons-le, très très actif, voire en pleine bourre. Et on va pas tout vous mettre, mais l'une des premières choses qui frappe, c'est le bruit énorme qui retentit à peu près dans tous les ateliers de ce chantier de l'Orient. J'en prends toujours avec moi. Merci beaucoup. Mais pour commencer donc, il faut repartir des premiers stades dans la gestation de ces navires, c'est-à-dire la matière première, en l'occurrence la tôle. Pierre Duguéguin, je suis responsable navire armé du programme FDI et je m'occupe des frégates de rang 1, 3 et 5. Vous allez voir l'usinage des tôles. C'est vraiment le démarrage du process. Alors nous nous trouvons ici au début du process de fabrication du bateau. C'est la découpe des tôles. On approvisionne des tôles de format 12 mètres par 3 mètres. Et donc on va les découper avec ces machines plasma. Le plasma, c'est des tôles fines, c'est ça ? Un navire militaire, il y a ce besoin en effet d'optimiser la masse. Et donc on va rechercher plutôt des tôles fines avec un raidissage qui va être plus optimisé qu'un bâtiment de commerce où on va chercher plutôt de la plus forte épaisseur et moins de raidissage. Donc pas cette contrainte de masse. Et ça c'est d'une problématique d'un navire militaire. C'est vaguement contre-intuitif l'idée qu'on fasse des tôles plus fines sur un navire de guerre que sur un navire de commerce. C'est vrai, c'est vrai. C'est surtout une optimisation de la masse, je dirais, parce que bien sûr, les exigences, je dirais, de tenue à la mer, de tenue au choc du navire, bien sûr, sont prises en compte, et la coque est bien sûr calculée, je dirais, avec toutes les contraintes qu'on peut avoir. Et il faut donc s'imaginer des bouts de tôle de partout, parce que une FDI, c'est un immense puzzle de 70 000 pièces, sauf qu'il y a 6 puzzles similaires qui cohabitent au même endroit, ce qui invite donc à se demander comment on s'y repère. Et quand vous la découpez, comme ça, à ce stade-là, vous savez déjà où elle va aller ? Ouais, totalement. C'est-à-dire que la machine, sa première opération, c'est un jet d'encre en fait qui va permettre de donner l'identifiant de la pièce unitaire. Donc je sais tout de suite, moi, je suis capable de vous dire sur quelle frégate elle va, dans quel bloc elle va. Si c'est un bloc plutôt du flotteur, la partie superstructure, plutôt du fond, du haut, ça je suis capable de vous le dire. Après on rentre dans un niveau de détail que les charpentiers vont connaître, que moi je n'ai pas forcément en visibilité. Donc là, on est face à tout un tas de pièces un peu primaires, mais déjà soudées, pour avoir des angles et des formes un peu précises. Et il y a des marques un peu mystérieuses et cryptiques dessus. Je peux les lire ? Oui. FD5 242 12 016. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce que ça veut dire ? Donc là, en fait, on a identifié les 70 000 pièces des navires. Il y a 6 navires actuellement en construction sur le site de l'Orient. Donc il faut bien les identifier.
Donc FDI 5, c'est le rang de construction de la frégate. Ce sera la 5e FDI. La 5e FDI, là actuellement destinée donc à la marine française, la 2e frégate pour la marine française. Le 24, c'est le numéro du bloc. Parce que les autres, je précise, elles partent pour la marine grecque. Aujourd'hui, on a 6 frégates en commande, 3 pour la marine française, la marine nationale, et 3 pour la marine grecque. Donc la 5e, elle est pour nous. Et la 5e, ce sera la 2e frégate française, l'amiral Louzeau. Donc le 24, c'est la référence du bloc de coque, donc qui est dans les superstructures, à peu près au milieu du navire. Et après, on arrive en fait à des éléments qui vont dire que si c'est sur un pont, sur un élément de cloison, sur un élément du bordé, de la coque extérieure du bloc. Et après, on a un numéro à courir que le charpentier va pouvoir retrouver en effet dans le plan digital, dans le plan 3D qu'il va récupérer pour pouvoir monter son bloc. J'y pense en passant, mais c'est quand même marrant qu'on appelle encore ça des charpentiers alors qu'il n'y a plus tellement de bois dans une FDI contemporaine, quoi. C'est charpentier de marine, mais c'est charpentier de tôlerie. Donc, dans cet atelier, on va retrouver, je dirais, 4 professions. Les usineurs, les charpentiers qui vont faire justement l'assemblage, la présentation des différents éléments de tôle, les soudeurs et les formeurs qu'on verra un peu plus tard, là, pour mettre en forme les pièces. À partir d'une tôle plane, ils vont vous en faire une pièce en forme, à l'avant, à l'arrière des navires, les formes les plus complexes. Et la mise en forme, ça se passe dans un autre atelier encore, et c'est pas une mince affaire. Alors où est-ce qu'on est ici ? On se trouve dans la nef de formage. Formage des tôles, formage des raidisseurs, formage à froid et formage à chaud. On a ces différents types d'activités en fonction de l'épaisseur des tôles à former. C'est-à-dire, il y en a certaines, vous pouvez les plier à froid pour leur donner la forme que vous voulez, et il y en a d'autres, vaut mieux les chauffer pour prendre la forme un peu complexe. Exactement. En fonction de l'épaisseur en fait de la tôle, on va plier en fait selon des génératrices en fait qui ont été définies au préalable pour donner en fait la forme à la pièce, qui sera contrôlée avec des gabarits bois qui donnent en fait la forme finale à obtenir. Et donc l'autre technique, c'est le formage à chaud, où là on va chauffer la tôle et on est juste sur la zone au-dessus de palans, où on va venir positionner la zone et on va tirer en fait aux 4 coins de la tôle par des palans pour pouvoir lui donner une forme définitive. Donc on la met dans son domaine plastique pour la déformer et après en refroidissant elle gardera la forme avant son assemblage final. Donc ça, c'est les pièces comme ça, c'est par exemple l'étrave, des pièces un peu complexes et qu'il vaut mieux avoir d'un seul tenant, quoi. Exactement, c'est surtout la pièce de l'étrave qui reçoit en particulier le bulbe, le sonar de coque qui est vraiment à l'extrême avant du navire mais sous l'eau qu'on ne verra pas, mais c'est la pièce la plus complexe avec des épaisseurs de tôle de 20-25 mm et celle-là il faut les chauffer pour pouvoir les déformer. Donc là, on est à l'endroit où on les forme, d'ailleurs à froid ou à chaud ? Alors ici, on est sur du formage à froid. Donc la pièce qu'on a devant nous, qui est un demi-cylindre, en fait, on voit toutes les génératrices. Et donc on a plié la tôle. Et au fur et à mesure des pliages, la pièce plane est devenue un demi-cylindre. Et vous avez les gabarits bois ici, qui permet de faire le contrôle en finale de la forme de ce cylindre, après que la pièce passe à un autre stade de fabrication. Et donc là, c'est un de ces cas où il faut chauffer un peu quand même. Exactement, pour donner donc une forme plus prononcée à la tôle. Il a chauffé d'ailleurs sur une ligne, une génératrice qui était définie pour donner plus de forme à la pièce. Avec, je vais dire, une torche comme je crois que j'en ai rarement vu. Ça a l'air chaud sous ma chair. Et ça, c'est tout la connaissance du dresseur de définir sa flamme. Et la couleur de la flamme donnera la température de chauffe. Et donc de chauffer à l'endroit qui a été défini pour déformer sa pièce. Donc là, ça commence quand même sérieusement à prendre forme. Et on voit à peu près, je dirais pas le produit fini, mais on voit à quoi ça va ressembler, quoi. Donc là, on est vraiment dans la phase d'assemblage de nos blocs de coque, de nos 27 blocs de coque. Et donc, ils vont être assemblés à différentes positions. Et en effet, là, on voit vraiment la partie volumique du navire qui prend forme, en effet, avec des blocs de fond, des blocs hauts et des blocs de superstructure. Alors, là, on est sur un navire qui est pas loin d'être fini quand même. Et vous nous disiez, c'est un moment un peu stratégique, c'est le câblage. Voilà, on va démarrer en fait la semaine prochaine le câblage du navire. Le câblage du navire, c'est 365 km de câbles sur une frégate, 15 000 câbles.
une phase très importante. Autant on peut monter déjà beaucoup de tuyaux, de gaines de ventilation en phase pré-armement, autant le câblage, il faut attendre que le bateau soit assemblé, que tous les chemins de câbles, que toutes les routes de câbles soient prêtes. Et après, on peut lancer cette activité qui va être un peu notre fil rouge jusqu'au début des essais des installations. Il y a encore le temps, mais il faut être bien avancé quand même. Il nous reste 6 mois, voilà, le décompte démarre. Là, on est à mise à flot, moins 6 mois de ce navire. Alors tout ça, c'est la ferraille en quelque sorte, l'ossature du navire, mais il y a aussi énormément de technologie sur les FDI. Et pour la voir, il suffit de faire quelques pas et de sortir du hangar pour tomber nez à nez avec certains des éléments les plus technologiquement avancés du navire, qui sont assemblés à part. Alors, là on est à l'air libre, il y a un peu moins de bruit, mais on voit déposer, littéralement à l'extérieur, une pièce, un morceau du navire qui a l'air assez compliqué et assez technologique. Alors qu'est-ce qu'on voit là ? En fait, on voit le PSIM, le Panoramic Sensors and Intelligence Module. Alors, c'est le centre névralgique du système de combat du navire. Ce qu'on retrouve en fait en partie basse, le central opération, dans lequel on va faire justement toute la chasse. Le central opération, on l'a vu notamment à Brest, c'est cette pièce sans fenêtre où c'est toute la partie combat et action du navire par opposition à la partie navigation qui est plus en passerelle. Là-dedans, on aura ce central opération. Le central opération, en effet, se trouve dans la partie basse du PSIM. Et en partie haute, on trouve un certain nombre de senseurs, dont le nouveau radar à panneau plante de Thales, l'IFF, la guerre électronique, la communication, les radars de navigation, un certain nombre d'antennes de communication. Donc tout ça vont être intégrés dans ce PSIM qu'on est en train d'assembler. En finale, c'est un colis de 120 tonnes, 40 mètres de haut, 10 par 10 à la base, qu'on va envoyer la semaine prochaine sur une base à terre et qui va être testée pendant 6 mois. Dans 6 mois, ce sera la mise à l'eau de la 4e frégate, la 3e pour les Grecs, et on assemblera à ce moment-là le PSIM à bord. Mais il aura déjà été testé. Vous le scotchez une fois qu'il est bon à partir. Ouais. C'est parce que tous les essais en fait du système de combat sur un navire armé, c'est le chemin critique de livraison du bateau. Donc de tester en avance de phase ce PSIM nous permet après de réduire nos délais de livraison des navires. Là, on était donc sur la rive gauche du Scorf, qui est le cours d'eau qui sépare le chantier de Naval Group en deux, qui est en quelque sorte la rive des ateliers et des pièces détachées. Mais si on traverse, nous attendent sur l'autre rive deux FDI plus ou moins terminés, l'une grecque et surtout l'autre française, la tête de série, qui est l'amiral Renard, pour laquelle nous héritons de 2 nouveaux guides. Alors, je suis Bluelle Mounier, je suis coordinatrice FDI. Et donc là, on a changé de rive. Oui, on est passé rive droite. Et rive droite, c'est quand c'est fini, à peu près. Voilà, alors rive droite, le bateau bascule en achèvement, essai et finition, dans le but de partir en mer, et derrière on va finir les locaux dans le but de livrer le bateau. Donc moi, Yawen Lecoublet, je suis chef de bord de l'amiral Renard. Donc je suis responsable de toute la production, également des essais jusqu'à la partie acceptation du navire. Et je suis aussi responsable de la sécurité, de la sûreté et de tout ce qui se passe à bord. Communication du PC sécurité. Mouvement canon 76 mm. Consignation de P0110 et partiellement P0210. Interdiction de circuler à proximité du canon. Respecter l'affichage et le balisage mis en place. Communication terminée. Et on reconnaît donc qu'on est sur un navire de guerre, pas loin d'être admis au service actif. On parcourt donc ce navire flambant neuf, où l'on croise à la fois des collaborateurs de Naval Group et des marins, en train de redémarrer le navire pour la prochaine sortie à la mer prévue dans quelques jours. Et on parcourt donc beaucoup des parties qu'on a déjà vues à Brest sur la Frème Auvergne, sur lesquelles on va donc pas s'attarder. Mais on croise aussi quelques nouveautés assez remarquables. Et là, on est devant un tout petit local technique où il y a énormément de ventilateurs. Alors, expliquez-nous ce qu'on voit. Alors là, ici, on est dans l'un des 2 locaux où on retrouve le data center. On peut stocker en masse, on a l'ensemble qui arrive ici, du navire, à chaque instant en fait. On est aussi sécurisé contre tout ce qui pourrait être cyberattaque. Donc en fait, on ne peut pas récupérer de données ou les pirater. On a une sécurisation en plus qui a été développée en intégrant des data centers. Donc ça, c'est en quelque sorte la tour centrale du navire. Alors que auparavant il y avait plein de petits appareils dans tous les sens. Là, c'est un gros PC qui se trouve devant nous avec plein d'écrans et de consoles partout, quoi. Et exactement, tout se centralise ici. Là où avant, en fait, chaque baie avait version individuelle, en fait, ces données. Là, maintenant, on regroupe tout dans les data centers et ça permet de vraiment avoir une unité centrale de stockage des données.
Ouais, on peut descendre si tu veux faire un peu de prise de son en bas, il y a des circuits qui... Et donc là on est devant la bête, on est devant les moteurs. On est sur les 4 moteurs. Une des difficultés qu'on a sur FDI, c'est que c'est un bateau qui est plus petit. Et des moteurs de cette taille-là à intégrer avec toute la partie échappement qui remonte jusque dans la cheminée, c'est relativement complexe. On voit que là il y a un entremêlement de beaucoup de très gros tuyaux là, avec des diamètres très importants. Respecter l'affichage et le balisage mis en place, pas de communication. Alors, je suis le capitaine de vaisseau Nicolas Guiraud, je suis commandant de la frégate Amiral Renard depuis l'été 2022. En tant que commandant de l'équipage d'un premier de série, mon rôle c'est d'abord d'amener mon équipage à un niveau de compétence tel qu'il puisse conduire en sécurité le bateau. Et là c'est un peu la fin de la ligne droite, première sortie en mer, maintenant bientôt deuxième sortie en mer. Alors qu'est-ce qu'on ressent quand enfin ça prend la mer ? Alors absolument, c'est un moment très important de la vie du bateau. Voilà, le moment où il passe du chantier de construction, du chantier de neuvage, et où il prend la mer pour la toute première fois. Voilà, donc il rencontre l'eau salée et on se rend compte, est-ce que tout ce qu'on a fabriqué jusqu'à maintenant fonctionne ? Et en l'occurrence, on a pris la mer pour la première fois avec l'Amiral Renard le 7 octobre. Bien peu auraient parié sur le fait qu'on fasse les 3 semaines qui étaient prévues dans leur entièreté, parce qu'il y a toujours des aléas qui se présentent. Parce que d'habitude, il y a un truc qui foire, il faut rentrer un peu plus tôt. D'habitude, je ne sais pas, parce que j'ai pas fait beaucoup de premiers de série. C'est votre première, non ? Oui, c'est une première, évidemment. Et en l'occurrence, les choses se sont très bien passées, puisque malgré les aléas, petits ou gros, qu'on a rencontrés, inévitablement, on a réussi, tous ensemble, l'équipage et l'industrie, à mener à bien tous les essais qui étaient planifiés sur cette sortie-là. Et là, actuellement, nous nous apprêtons, après une période de 4 semaines à quai, à conduire la deuxième période d'essais en mer, qui va se dérouler du 2 décembre jusqu'au 20 décembre. Et il y en aura combien des séries comme ça, d'essais en mer ? En fait, c'est un processus qui est en adaptation permanente. Les essais en mer réservent évidemment beaucoup de surprises et en fonction des résultats de chaque période, on replanifie toute la suite des événements. Pour le moment, ce qui est planifié, c'est 4 périodes de mer dans lesquelles on sait à peu près ce qu'on va faire et une 5e période de mer de rattrapage pour pallier tous les essais qu'on n'aurait pas pu faire, soit parce que tel ou tel système ne fonctionnait pas aussi bien qu'on l'espérait, soit parce que la météo n'aurait pas permis de réaliser les essais qu'on voulait réaliser. Vous commencez à le sentir, parce que c'est un truc particulier de commander un bateau, de faire manœuvrer un bateau, oui, bien sûr. Surtout quand c'est un bateau qui a jamais navigué. Là, vous en êtes où de cette prise en main, mais même intime quoi, du bateau ? En fait, la première sortie en mer se déroule en 2 phases. D'abord, il y a une phase de qualification de l'équipage pendant 2 jours. Là, on s'intéresse pas tellement au matériel, on s'intéresse à l'équipage en tant que groupe d'individus. Il doit être capable de mener en sécurité le bateau, que ce soit la sécurité de la navigation, donc savoir où aller en sécurité pour ne pas mettre le bateau sur les cailloux, et sécurité incendie, sécurité voie d'eau. Donc cette première partie de qualification s'est vraiment très bien passée, puisque l'équipage, alors qu'il naviguait pour la toute première fois par la force des choses sur un bateau de ce type, a acquis toutes les compétences requises dans les délais impartis, donc en 2 jours. La deuxième partie de la PSM, c'était la vérification élémentaire au départ, puis de plus en plus poussée, des caractéristiques du bateau. Et sur cette deuxième partie, on est aussi très satisfait, puisque le bateau a, pour le moment, rempli ses promesses. Alors évidemment, on n'a pas encore tout testé, hein, et ça c'est quelque chose qui va arriver lors des sorties ultérieures, mais le bateau atteint les vitesses maximales et même les dépasse qu'on voulait. Il est manœuvrant autant qu'on le souhaitait, voilà, il n'a pas rencontré de grosses avaries, et donc pour l'instant, je le sens plutôt très très bien. L'avantage de la FDI, c'est qu'il est fabriqué par Naval Group, ici à Lorient, dans la continuité de la précédente génération de bâtiments, voilà, les frégates multimissions, les FREM. Donc tous les petits irritants, tous les petits défauts qui ont pu être détectés année après année sur les FREM, qui sont des très bons bateaux, mais qui ont évidemment quelques petits défauts, ils ont été corrigés dès le neuvage ici. Ici, sur frégate de défense et d'intervention, nous avons des ailerons de stabilisation, ce qui fait que le roulis est moins important, ce qui va présenter des avantages assez évidents pour, par exemple, faire décoller ou atterrir, à ponter un hélicoptère sur le pont d'envol. Voilà. Des retours d'expérience de ce type, il y en a vraiment beaucoup qui sont pris en compte sur la FDI, et on se rend compte lors des essais en mer que pour le moment, en tout cas, toutes les promesses qui étaient en germe dans ces choix, eh bien, elles sont tenues, et donc ça nous remplit de satisfaction, bien évidemment. Et après ça, ce sera la maison du bateau, ce sera où votre port-base ? Le port-base du bateau sera Brest, et ça a été déterminé de longue date, tout simplement pour renforcer la marine brestoise qui a en charge le soutien de la force océanique stratégique comme... Donc les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. C'est ça, oui. La deuxième FDI sera également basée à Brest, et les suivantes seront en principe basées à Toulon. Et
Et alors qu'on discute en passerelle, donc autour du poste de commandement, on s'aperçoit en faisant quelques mètres qu'il y a une salle pleine d'écrans que je ne me souvenais pas d'avoir vue sur une frame. Et donc ça, c'est une pièce qui est une nouveauté de la FDI, si j'ai bien compris? Oui, absolument. En fait, sur les anciens bateaux, la défense rapprochée du bâtiment était assurée depuis l'extérieur. En fait, une équipe d'artilleurs, principalement, était sur le toit de la passerelle pour voir le mieux possible s'approcher des différentes menaces, que ce soit des petits bateaux ou des ULM, voilà. Donc sur le toit, donc pour pas avoir d'angle mort. Sur le toit pour pas avoir d'angle mort, mais ce faisant, ils étaient exposés aux embruns, voilà, aux rigueurs de la météo. Sur l'amiral Renard, sur les FDI, le choix a été fait de tenter une modernisation de cette organisation en tirant parti de la performance des capteurs optiques qu'on a aujourd'hui. Voilà, donc il y a des caméras qui sont réparties tout autour du bateau et qui permettent d'avoir ici sur un mur d'écran les 360 degrés de ce qui se passe autour du bateau. Et si c'est effectivement quelque chose qui nous enquiquine, eh bien on peut dans un premier temps avertir ce mobile avec des haut-parleurs, on appelle ça des effecteurs non létaux, voilà, des haut-parleurs ou des projecteurs qui vont lui signifier qu'il s'approche d'un bâtiment de guerre. Et si ça ne suffit pas, eh bien l'équipe qui est ici peut diriger les armes, les mitrailleuses de 12,7 mm ou les canons de 20 mm qui sont téléopérés depuis cette console et l'autre situé sur tribord du local. Donc c'est ici qu'on fait ce qu'on appelle la lutte contre la menace asymétrique. Et je suis navré, mais c'est captivant. Je vois des manettes littéralement de consoles de jeux vidéo. Oui, absolument. Ouais. Donc en fait, le système de direction ce qu'on appelle les SIDOP, eh ben, il se fait par l'intermédiaire d'une manette qui ressemble à s'y méprendre à une manette de jeu vidéo. Ouais. Voilà. De telle manière à ce que les jeunes opérateurs qui nous rejoignent ne seront pas dépaysés. Voilà, c'est ça. Ah, c'est génial. Ouais, mais là, on voit toute la performance du télescope en fait, parce que on pointe un objet qui est situé sur l'autre rive. On peut voir les personnes, on peut même limite le reconnaître à sa démarche, alors que si vous regardez sur l'écran du dessus, on en est bien évidemment incapable. Ah, c'est fascinant. On peut lire une plaque de bagnole à 400 mètres, quoi. Ouais, alors c'est pas le but, hein. Mais oui. On peut lire le nom d'un bateau ou le numéro de coque, parce que souvent les bateaux sont identifiés par un numéro de coque. Un Zodiac qui se rapproche. Je veux savoir si les gens qui sont à bord sont armés ou pas. Et donc je veux voir leurs mains. Et ça, j'en ai besoin le plus tôt possible, plusieurs centaines de mètres, minimum 1 kilomètre ou 2 avant qu'il arrive, de telle manière à ce que je puisse mettre en branle tout mon système d'autodéfense pour détruire une menace si d'aventure une embarcation qui arrivait se montrait menaçante. Et un moment décisif dans tout équipage, toute unité militaire, c'est évidemment le patch qu'on met sur une épaule, c'est-à-dire qui symbolise ou soit l'unité, soit en l'occurrence le navire. Et là, vous avez donc un magnifique patch Amiral Renard dont vous me disiez que c'est un peu particulier puisque là, vous l'avez dessiné. Voilà, tout à fait. En fait, lors de la création d'un bateau, quel qu'il soit, on lui donne un nom, bien sûr. Voilà. Si ce nom a déjà été porté par un autre bateau par le passé, on peut récupérer la symbolique associée. En l'occurrence, pour l'amiral Renard, aucun bateau n'avait porté ce nom-là, donc il a fallu créer une symbolique à partir de rien du tout. Et donc cette symbolique, elle est composée, comme vous pouvez le voir, d'un lion. Alors pourquoi le lion ? Parce que l'amiral Renard s'est distingué dans les combats de la Première Guerre mondiale à la tête de la brigade de fusiliers marins sur le front de l'Isère. Voilà, donc le lion, c'est le lion des Flandres. Et tout autour du lion, on peut voir un certain nombre de choses. Donc d'abord les étoiles. Les étoiles, c'est celle de l'amiral. Il avait 3 étoiles, c'était son grade, vice-amiral. On peut voir le fond qui est bleu horizon, comme la tenue des poilus de la Première Guerre mondiale. Tout autour, un liseré rouge qui symbolise le cordon de Grand Croix de la Légion d'honneur, voilà, distinction qui était détenue par l'amiral Renard. Les ancres croisées sont symbole de 3 choses. D'abord, une ancre, c'est le symbole d'un bateau, bien sûr, de la marine nationale. Ensuite, disposé ainsi en croix, c'est le symbole de la spécialité de fusiliers marins, voilà, en hommage aux fusiliers marins qui étaient commandés par la brigade Renard, voilà, qui se sont en très grand nombre sacrifiés pendant la Première Guerre mondiale. Et c'est aussi cette disposition, la disposition des ancres sur la marque, c'est-à-dire le fanion du chef d'état-major de la marine. Pourquoi ? Parce que l'amiral Renard, à la fin de sa carrière, a été chef d'état-major de la marine. Et enfin, tout en haut du patch, du symbole, on a la croix de guerre 14-18, eh bien pour la même raison, qui sont les combats de la brigade Renard sur le front de l'Isère, et en particulier à Dixmude, qui ont valu la croix de guerre 14-18, évidemment, à l'amiral Renard et à beaucoup de ses fusiliers marins. Merci beaucoup, commandant. Bon vent, belle mer. Merci. Un grand merci à tous les collaborateurs de Naval Group, ainsi qu'au commandant Guiraud pour leur accueil et leur disponibilité. Merci aussi à toutes et tous pour votre écoute et vos retours sur cette série, dont on est évidemment toujours preneur, par mail ou sur les réseaux sociaux du Rubicon, ou bien sur les outils d'Apple Podcast ou de Spotify. Et rendez-vous le mois prochain pour retrouver un autre site, un autre chantier et de nouveaux métiers dans cet univers de l'industrie navale.
C'était donc Le Collimateur, un podcast écrit et animé par Alexandre Jublin et distribué par Binge Audio, en partenariat pour cette série avec Naval Group. Production Camille Codor et Alban Philly. Prise de son et réalisation Benoît Laure. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.